algorithmes sur la conduite automobile. Mais l'homme va se spécialiser là où il n'y a pas beaucoup de data, là où il faut être transversal, là où il faut être multidisciplinaire et là où il y a besoin de sens commun. Dans tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle est durablement mauvaise, vraiment mauvaise. Alors, il y a quelques gens comme Kurzweil qui fantasment sur l'émergence d'intelligence artificielle forte à partir du deep learning, mais c'est vraiment peu probable. Donc nous allons garder, nous, êtres humains, notamment les gens qui sont multidisciplinaires et transversaux, on va garder un avantage absolument extraordinaire face à l'intelligence artificielle très longtemps. Vous êtes d'accord oui, moi je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire quand une machine nous dirait qu'on est malade? Comment est-ce qu'on peut recevoir un tel avis dès lors que la machine ne peut pas nous dire ce par quoi elle a trouvé qu'on était malade? C'est-à-dire que l'esprit critique, il y a une sorte de défi pour la rationalité. L'esprit critique ne peut s'exercer vis-à-vis d'un avis que si cet avis est éclairé et peut dire par quoi, par quel processus, par quelle méthode il a été obtenu. Et là, je pense qu'il va y avoir des conflits éthiques, des problèmes liés au fait qu'on aura besoin qu'une parole humaine vienne nous expliquer. Mais l'absence d'explicabilité des choix que fait le deep learning va se trancher petit à petit quand le deep learning sera très supérieur à nous. C'est-à-dire qu'on est en 2040 et vous avez le choix à faire soigner le petit gamin, votre gamin qui a une leucémie, par le professeur Duchemol, le grand professeur. Et il y a 62% de chances de sauver votre gamin. Puis l'intelligence artificielle de Google, elle est très conne, elle ne sait pas vous expliquer, mais elle a 97% de chances de guérison de votre gamin. Là, vous allez préférer que l'intelligence artificielle sauve votre gamin plutôt que le professeur Duchemol le tue. Mais pour qu'on accepte de donner sa vie, de donner sa peau, de donner son gamin à une intelligence artificielle qu'on ne peut pas auditer, parce qu'on ne peut pas auditer le deep learning de façon fine, il faut qu'il y ait un écart de performance moyenne important. Sans doute 5 à 10% de chances de guérison, à mon avis, c'est mon intuition médicale, pour que les gens disent oui, non, effectivement, j'ai pas compris ce que l'IA a dit, mais il vaut mieux que le petit ait 10% de chances de guérison supplémentaire. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, c'est la fin de l'argumentation. Et la fin de l'argumentation, c'est un changement de civilisation, c'est un changement majeur. Et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter la fin de l'argumentation au prix d'une efficacité? C'est-à-dire, est-ce que nous allons accepter que nos vies soient administrées dans toutes les sphères où c'est possible par des machines? Sans explicabilité. Voilà, par des machines. Un exemple, débat sur le progrès avec Laurent Alexandre et Étienne Klein. La question au fond qu'on se pose souvent, c'est devons-nous faire tout ce que la science nous permet de faire? Laurent Alexandre nous répond oui, car de toute façon, les Américains ou les Chinois le feront, alors autant les imiter, c'est un peu ce que vous dites. Vous, Étienne Klein, notamment dans Sauvant le progrès, vous êtes plus dubitatif là-dessus. Quelle est votre position exacte? Même si j'ai caricaturé un peu celle de Laurent Alexandre. Non, mais cette réflexion sur le progrès, elle m'est venue en écoutant mes étudiants, à qui je demandais « Que veut dire pour vous, on n'arrête pas le progrès ?» Et je me suis rendu compte que le sens de cette phrase a changé en une génération. Dans ma génération, quand j'étais jeune, il me semble que c'était un jugement moral. Ça voulait dire, on doit adresser au futur un salut enthousiaste, et donc on n'arrête pas le progrès, ça veut dire, il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter. Mais pour eux, pas du tout. Pour eux, ça veut dire, on n'arrête pas le progrès, c'est un jugement pratique. C'est-à-dire, on peut pas empêcher ce qui va se passer, on peut le prédire d'une certaine façon, mais même si on n'en a pas envie, ça va se dérouler parce que l'évolution technique a acquis une forme d'autonomie par rapport à nos désirs. J'ai mal traduit votre pensée, je l'ai caricaturé, Laurent Alexandre? Non. Et puis ce qu'il y a de nouveau... nouveau... que vous dites, au gros, ils vont le faire, de toute façon, autant le faire nous aussi, sinon on deviendra leurs esclaves. Oui. Mais en même temps, il y a des technologies qui, petit à petit, permettraient de faire émerger un homme démiurge, Homo Deus, pour reprendre un titre célèbre. Et puis, dans le même temps, on rentre dans une phase d'irrationalité absolument incroyable. Je suis, comme tout le monde, comme tous les scientifiques, stupéfait de voir à quel point l'irrationnel est rentré au cœur de l'appareil d'État, des partis politiques. Une anti-vaccin célèbre qui a soutenu le complotiste Wakefield est numéro 2 de la liste des Verts en France aux européennes. C'était inconcevable, il y a 50 ans, que des gens aussi anti-progrès, aussi complotistes, aient des positions politiques importantes. Donc on a